10 lignes par femme, par invité qui se trouve là. Donc le livre Migration, voix de femme, c'est 10 portraits de femmes issues de la migration. Et puis j'ai décidé de commencer par Thérèse. Alors, Thérèse voit le jour au nord-ouest du Burundi en 1957. Elle est issue d'une famille de la noblesse. La famille de mon père descend directement du tout premier roi du Burundi. Mais il y a plusieurs générations en arrière, mes ancêtres se sont éloignés de la cour, ils ont repris leur liberté pour vivre comme des citoyens normaux. Il existait alors chez nous une authentique monarchie avec des héritiers au trône, des princes et des princesses. À l'époque, la polygamie était autorisée et les personnes aisées faisaient beaucoup d'enfants. Chaque enfant mâle héritait d'un domaine. Je suis issue d'une famille aimée et respectée. J'étais la deuxième d'une fratrie de 11 enfants, comptant 4 garçons et 7 filles. Nous vivions à la campagne, certes pas dans un palais, même si je dois reconnaître que notre maison était très belle et sûrement la plus belle de toutes. Nous étions les riches du coin. Mais mon père ne voulait pas qu'on se prenne pour le nombril du monde. Nous avons reçu une éducation fondée sur le respect et l'amour du prochain. Mes parents se sont aimés dans l'amour profond et durable. Les deux mots qui les qualifient le mieux sont sagesse et humilité. Voilà, une petite présentation de Thérèse à laquelle je donne la parole. Donc Thérèse quitte le Burundi, elle va nous expliquer comment ça s'est passé. Merci Thérèse. Bonjour à tous et bonne année, on est encore dans les temps. Et oui, j'ai dû quitter mon pays suite à la guerre qui a éclaté en octobre 1993 parce qu'il y avait un nouveau président démocratiquement élu mais qui a été assassiné par les anciens dirigeants et militaires. Et ce fut le chaos. C'était très violent et c'était sauve qui peut. Les gens ont été assassinés et d'autres dispersés. Et nous, on a dit, moi et ma famille, et mes 3 enfants, mes 2 sœurs, et puis le personnel que j'avais à la maison, on a dû quitter la maison, tout abandonner, parce qu'on risquait notre vie. Et en premier, j'ai déplacé les enfants chez des amis qui nous aimaient bien, loin du quartier où on vivait, parce que nous, on habitait en ville et de Bujumbura, où je travaillais. Et ça commence toujours par les villes. Alors, on s'est éloigné, on est allé dans la campagne. Et là aussi, c'est parce que j'ai eu, parmi les instigateurs de cette destruction, il y a des personnes quand même qui n'étaient pas d'accord, mais qui essayaient d'avertir les amis. Alors, une famille et des amis ont envoyé un petit garçon pour me dire on ne veut plus vous voir là, fuyez, sinon c'était nuit et vous allez avoir des problèmes. Ça, c'est le premier jour. J'étais malade et je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai demandé, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour que les enfants trouvent une cachette. Et je suis resté seul avec un monsieur qui travaillait chez moi. Et après, j'ai eu un deuxième avertissement. Et là, vraiment, vous ne savez pas, par instinct de survie, hein, on arrive à bouger. Alors, je me suis dit, comment je vais faire, où est-ce que je vais aller? Je n'ai pas d'énergie, mais j'ai enfilé des pantalons, mais chez nous, comme il fait chaud, c'est pas les pantalons comme je porte maintenant, c'est pas lourd. Mais il fallait prendre des précautions, un seul vêtement, ça n'aurait pas marché. Et puis une jaquette et un pagne caché d'une certaine manière. Je suis allé comme si je me baladais pour prendre de l'air. Et je suis allé un peu plus loin dans les collines où j'avais des connaissances et amis et qui m'ont accueilli et hébergé. Et les gens que je croisais, ils me demandaient où est-ce que vous allez comme ça. Je leur ai dit, j'en ai marre de traîner à la maison, je vais prendre de l'air. Comme si de rien n'était, mais au fond, c'était pas ça. Hein? Et puis, dès qu'on était éloigné de notre quartier,
ce qu'on a entendu, ce qu'on voyait, les cris qu'on entendait, c'était l'horreur. Voir les maisons qui fumaient, entendre les coups de mortier, les coups de grenade, entendre les cris, c'est horrible. Et je n'aimerais pas le revivre, évidemment, et je ne le souhaite à personne pour ceux qui ne connaissent pas ça. Hein. Est-ce que la violence humaine est capable? Alors qu'on est capable aussi de grandes et bonnes choses. C'est ça, moi, le dilemme toujours. Pourquoi cette violence? Pourquoi détruire ce qu'on a construit? Pourquoi détruire cette vie qui nous est si chère? Il n'y a pas de réponse. Hein. Je n'en ai pas en tout cas. Alors, après, on est parmi les chanceux, moi et ma famille. La famille qui m'a hébergé, après, le chef de la famille m'a dit, mais Thérèse, ça ne va pas. Où sont tes enfants? Je lui ai dit, je les ai envoyés à l'autre bout. Ils connaissaient la famille chez qui ils étaient. Il m'a fait comprendre que c'est mieux qu'on reste ensemble. Parce que si on doit se disperser, on risque d'être séparés. Hein. Et c'est ce qui s'est passé de toutes les façons avec mon fils quand on est parti, qui n'était pas à la maison. Lui a pris une autre direction, on ne s'est pas revus. Hein. Je l'ai revu 2 années plus tard et j'étais déjà ici et c'était horrible aussi. Donc ce monsieur m'a fait un clin d'œil comme ça et m'a dit, tu bouges pas, moi j'irai les chercher. Il est allé avec ses amis, ils m'ont ramené mes enfants, on est resté chez eux quelques semaines et après il y a eu une accalmie. Et puis les gens pouvaient aller en ville et moi aussi j'en ai profité pour aller en ville. Comme je travaillais en église, je suis allé à la procure des Pères Blancs, comme on appelait l'endroit. C'était un lieu d'accueil tenu par des religieux. Et ils accueillaient d'autres qui venaient les visiter ou qui venaient travailler. C'était comme un hôtel. Et ils avaient tout à portée de la main. Et je suis allé chez eux pour ne pas aller à la banque, leur demander de l'argent pour faire les courses et amener des provisions dans notre cachette. Dès que je suis arrivé, il y a une religieuse qui dit, mais tu es vivante encore. Et on t'a cherché partout, on était inquiets. Alors, viens vite. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Ah, on a un beau et grand message pour toi et ta famille. Alors, on est allé dans son bureau et m'a montré les papiers. Comme j'avais des amis en Suisse, quand ils ont entendu la gravité de la situation, ils ont tout prévu, ils nous ont envoyé des prises en charge pour qu'on puisse quitter et venir en Suisse. Et il y en a qui venaient nous visiter sur place, même avant. Et puis, j'ai pris les papiers, mais dans mon cœur, je me dis, comment je vais faire les démarches? Alors, on ne s'attardait pas à réfléchir. J'étais contente. Et je me dis, comment je vais m'organiser pour les papiers? Alors, j'avais une connaissance, un ami dans les institutions. Eux, ils ont des gardes, ils travaillent encore, et puis ils ont un hôtel réservé pour eux, pour se protéger. Alors, je suis vite allé dans son bureau. J'ai eu la chance qu'on m'a laissé lui parler. Et puis, il m'a dit, alors je vais m'en occuper tout de suite. Il nous a préparé des passeports parce qu'il fallait vite aller au consulat suisse pour déposer la demande de visa. Ça ne se fait pas à Bujumbura, ça se passait à Nairobi. Alors, j'ai déposé les passeports et puis on m'a dit, revenez dans une semaine ou 2 pour chercher vos visas. Et puis, je suis allé faire des réservations d'avion. Et je suis retourné dans ma cachette parce qu'il ne fallait pas traîner en ville jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Il fallait partir. Alors, je suis rentré. Et puis, c'est fait de nouveau le chaos. Et je me suis dit, on n'ira jamais en Suisse. Et puis, ça s'est calmé encore un peu. Je me suis dépêché pour aller au consulat suisse. Et puis ils m'ont vu, ils m'ont dit, mais vous avez traîné, il y a longtemps que vos visas sont là. Alors je me suis dit, je leur ai dit, vous voyez pas ce qui se passe en fait.
où est-ce que je serais passé pour venir vite chercher les visas. Alors, ils m'ont remis mes passeports bien cachetés, comme il se doit. Et puis, les billets d'avion, j'avais déjà fait des réservations. Et je suis retourné dans ma cachette, évidemment, en me disant, pour moi que ça marche. Mais avant, le fonctionnaire de l'État m'avait dit, dès que vous avez les visas, venez. Il faut organiser la sortie, sinon vous ne passez pas. Hein. Alors, je suis allé lui dire, on a organisé tout ça, et j'ai pu, le jour du départ, prendre un taxi, et on descendait des collines à pied, évidemment. Et puis on a pris un taxi pour arriver en ville, et ensuite on a pu dormir à la procure des Pères Blancs, et le monsieur est venu, quand je l'ai vu avec l'escorte des militaires. J'avais les sueurs partout en me disant, ils vont nous assassiner maintenant, on n'ira jamais. Et puis je le mets à part, je lui dis, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que je vois? Il me dit, eh bien ma belle, sans eux, vous n'irez nulle part. Alors, sache que demain, cette escorte va vous accompagner, moi aussi je serai là, et on ne quittera pas l'aéroport si vous n'avez pas pris l'avion. Hein? Ok. On a fait semblant de dormir, mais c'était difficile de dormir avec le martèlement des armes et la nuit. C'était, je ne peux pas vous décrire ça. Et si on pouvait effacer ça de nos têtes, on le ferait, mais ça fait partie de notre vie. Hein? Et on doit raconter, on dirait qu'on a survécu aussi pour raconter l'histoire. Ou, moi je crois qu'on a une autre mission aussi. Parce que si on a vécu ça, je ne crois pas, en tout cas moi, que je participerais à quelque chose qui mettrait à mal la vie des autres gens. Je ne le faisais pas avant et encore maintenant moins. Hein? Alors, on a pu prendre l'avion, mais on se retient parce qu'on se dit, pourvu que ça marche, pourvu que ça marche. J'ai pu souffrir lorsqu'on a quitté Bujumbura et qu'on a fait l'escale en Ouganda, à Entebbe. Hein? Et là, j'ai compris quand même qu'on avait quitté ce pays horrible où c'est le crépitement, le martèlement des armes, l'horreur et la violence. Alors, on est arrivé en Belgique, on a pris la correspondance pour arriver ici. Et puis, voilà comment on a pu arriver en Suisse. Et après, on a été accueillis par des amis. On a pu se reposer parce qu'on avait un visa touriste. Et au bout d'un mois, je suis allé au centre d'enregistrement pour demander l'asile. Et puis, on est passé, je ne sais plus combien, en tout cas un mois ou quelques. Et puis après, ça a bougé. Après une visite de ces gens qui sont bénévoles, qui est des gens qui écoutent et rassurent et accompagnent. C'était une aumônerie genevoise pour les requérants d'asile, une dame protestante, une pasteur protestante et une dame laïque catholique qui m'ont écouté, ce qui m'a surprise en écoutant mon histoire. Je les voyais pleurer, je me dis, mais c'est possible ça? Quelqu'un qui est touché par notre histoire. Parce que dans ce cas, on est comme, on se sent humilié, on pense que personne ne s'intéresse pas aux gens qui ont quitté chez eux. Au contraire, on a bénéficié de ça aussi. On a de cette empathie et même des amitiés. Et les procédures ont continué. On a obtenu un permis F, c'est l'époque où on a décrété, donc, puisqu'il y avait beaucoup de pays dans les Balkans, mais aussi avec le Burundi, le Rwanda et autres, où il y avait beaucoup de personnes qui fouillaient. Et je me suis adapté en suivant, comme tout le monde, en essayant de découvrir ce qui se passe. Mais c'est rude. On est loin de chez soi, on a peur et on ne sait pas comment ça va se passer. Et surtout, moi, ce que je n'aime pas, le désir vraiment. On est logé, on nous donne à manger, mais
comment est-ce que je vais réintégrer une institution quelconque, exercer mes compétences, mettre la main à la pâte, surtout pas quémander, j'ai encore l'âge pour travailler. Et j'ai eu cette chance par une association de Genève, où j'ai pu évoluer, rencontrer des gens, trouver des informations. Et par une formation où un soir j'ai été, où un des professeurs qui connaît nos régions me met la main sur l'épaule et me dit, ça doit être vous Thérèse. Je regarde, comme c'est un monsieur, je lui dis, les messieurs d'ici ils sont cinglés. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, mais c'est moi votre prof ce soir, j'ai vécu dans la région et j'ai vu le nom et j'ai compris que ça doit être rwandaise ou burundaise. Ah, je me suis rassuré, sinon j'avais peur. Et puis il m'a posé des questions, qu'est-ce que vous venez faire ici? Je lui ai dit que je venais pour le cours. Et non, qu'est-ce que vous êtes venu faire en Suisse? Ah, là, c'est le silence, parce que ça me rappelle les malheurs. Mais je lui ai parlé. Et puis il m'a demandé qu'est-ce que vous faisiez au Burundi et qu'est-ce que vous aimeriez faire ici. Quand je lui ai raconté tout ça, il m'a dit ça tombe bien parce qu'il nous manque des agents pastoraux. Alors n'hésite pas à aller postuler. Il m'a donné toutes les informations nécessaires. Je suis allé au vicariat épiscopal à Genève. J'ai rencontré le représentant de l'évêque et on a conversé. Il m'a demandé de faire un document que j'ai fait et j'ai tout déposé. Il m'a dit d'attendre, c'était en octobre. Il m'a dit d'attendre jusqu'au mois de... Il m'a dit, vous allez attendre parce que chez nous, les engagements, ça commence en septembre de l'année suivante. Je lui ai dit, vous présentez. Je vais attendre, bien sûr. Alors, au mois de mai, on m'a convoqué. On m'a dit qu'il y avait un poste qu'on allait me confier. On m'a indiqué la direction où je devais me rendre. Et puis, ça a commencé comme ça. Une année de stage m'est payée. Et après l'évaluation, on m'a confié un mandat pour un service de la catéchèse familiale, éveil à la foi et catéchèse familiale. Je vous dis, c'était une aubaine parce que c'est le lieu par excellence pour l'intégration, rencontrer les familles, et découvrir ensemble. Ah non, les gens venaient vers moi, puisque vous êtes spécialiste, dites-nous comment faire ci et ça. Je leur ai dit, eh oh, raconte-moi ce qui se passe avant. Et comme ça, je saurais comment marcher avec vous, avancer avec vous. Et je ne vous cache pas, sans me mettre en avant, j'ai aimé comment les gens m'écoutaient et me rassuraient. Et d'ailleurs, j'ai même voulu imiter les accents, avoir envie de dire, de parler comme ils parlent. Je me disais, il faut que je me rende intéressante, sinon ça ne va pas aller. Alors un petit comité est venu me trouver et pour me dire, Thérèse, il faut rester toi-même. C'est ça qu'on aime chez toi. Alors je me sentais rassurée. Et j'ai pu travailler pendant 16 ans avec les familles et former les nouveaux catéchistes et maman, papa ou les grands-mères qui accompagnent. Et après, j'ai pu en 2012 m'occuper du secteur adulte pour accueillir les adultes qui veulent devenir chrétiens, qui veulent être écoutés et accompagnés pour vivre leur foi. Ils auront droit, il y avait l'espace pour ça. Et c'était très bien aussi. Maintenant, je suis retraité depuis une année. Je pense que j'ai fait un bon parcours et je suis contente. Et je pourrais dire beaucoup de choses, mais il faut que les autres aussi vous parlent. Parce que c'est une longue histoire, j'ai déjà dit beaucoup. Mais en 2 mots, je vous dirais que le chemin est long, mais je suis contente d'avoir pu. J'ai survécu à la guerre, j'ai été reçu par la Suisse qui m'a fait confiance, jusqu'à même à l'obtention de la nationalité. Et je suis reconnaissante du parcours, je continue comme je peux bénévolement ici et ailleurs. Hein. Voilà.
j'ai envie de le préciser parce que c'est tellement incroyable. Quand Thérèse peut enfin s'en aller, hein, elle l'a dit, mais j'ai envie de le répéter. Son fils part à gauche. Quand on a écrit le livre, je lui ai demandé de me répéter à plusieurs reprises. Elle me dit, on était dans une situation de tel chaos que mon fils part à gauche, moi je pars à droite avec mes 2 filles, et mon fils, je prends l'avion. Hein. Il était sur un terrain de foot, il aimait jouer. Voilà. Alors, on a été séparés par un barrage militaire qui a bloqué ce qui était en haut, reste là-haut, ceux qui sont en bas de la rue, ils restent en bas. Et pour se sauver, ils sont partis direction la plaine, direction frontières congolaises et rwandaises, etc. Et nous, dans les collines. Et c'était difficile de nous retrouver. Voilà, et donc elle retrouvera son fils 2 ans après, mais grâce à des associations, effectivement, à Genève. On va continuer avec Ulka. Voilà, je dis, bon, j'ai un peu de peine avec ce micro à la main. Désolée. Voilà. Merci. Voilà. Alors, Ulka, née le 5 septembre 1988 à l'hôpital de Prishtina. À quelques jours, elle quitte la maternité avec sa mère pour rejoindre un appartement que ses parents sous-louent à des amis. C'est un bébé en parfaite santé qui fait le bonheur de ses parents. Après des années de galère, le père a perdu le poste d'enseignant de français qu'il avait trouvé. Les milices serbes interdisant aux intellectuels d'exercer, surtout ceux qui enseignent en français, en albanais. La naissance de Ulka, qui veut dire étoile, sa première fille, le comble de bonheur. Son étoile est née, pour elle, il poursuivra le combat. Voilà, je passe la parole à Ulka qui va nous raconter aussi sa migration. Bonjour à tous, merci d'être venus et je voulais aussi remercier la commune de Sainte-Croix pour son engagement. S'il vous plaît, plus près de votre bouche. Oui, je voulais remercier la commune de Sainte-Croix pour l'engagement qu'ils ont envers les réfugiés et l'intégration, la bienveillance. Ils sont bien réputés et merci aussi d'avoir organisé. Voilà, alors comme Nika l'a dit, je m'appelle Ulka, je viens du Kosovo. Je suis albanaise du Kosovo. Je suis née en 88 pendant le régime serbe, juste après le régime de Milosevic qui est venu. Mes parents travaillaient, ma mère en tant qu'infirmière et mon père en tant que professeur de français. Ensuite, ils ont perdu le travail parce qu'ils étaient albanais. Du coup, on a dû retourner vivre au village, dans une maison de 3 chambres et une cuisine. On était 20 personnes dedans. C'est là que j'ai grandi. Ensuite, j'allais à l'école. Là-bas, jusqu'en 3e année, avec des tanks sur la route. Je me suis fait aussi frapper par la milice serbe parce qu'ils savaient que mon père était prisonnier politique. Il a fait 9 ans de prison. Et le dernier jour d'école au Kosovo, on s'est fait lancer des gaz lacrymogènes, casser les vitres, etc. Donc on a dû s'enfuir. Et puis la plupart de mes camarades, je les ai jamais revus malheureusement. Ensuite, on a dû quitter le pays parce que ça devenait beaucoup trop dangereux. La guerre avait éclaté. On s'est caché en ville. Ensuite, on a traversé les frontières à pied clandestinement en Serbie. En Macédoine, en Monténégro et en Albanie finalement, on est resté. Et puis là, on a été aidé par la Croix-Rouge. Oui, alors mon père, quand il était libéré de prison 2 ans avant, qui a été aussi aidé par l'Amnesty International, il a continué à enseigner et ça devenait vraiment impossible de survivre en fait, et il rentrait tout le temps en sang à la maison. Alors il a dû fuir le pays. Ma mère elle a insisté qu'il fuit le pays afin qu'il fasse un regroupement familial. Et il est venu en 97 en Suisse, et grâce à un regroupement familial, on a pu venir en Suisse en avion depuis Tirana, la capitale de l'Albanie, jusqu'à Zurich. On a retrouvé mon père donc à Zurich, et c'était un apprentissage à connaître notre père en fait, que finalement soit il était fugitif, soit il était en prison. Alors ensuite on était accueillis dans le canton de Vaud, dans un studio. On était 7 personnes, on a 5 enfants, moi je suis l'aînée. Et ça paraissait immense ce studio, et très beau. Et le premier jour, comme j'expliquais aussi à Nicole,
que j'ai vraiment aimé la Suisse, en fait, le premier jour de bonheur en fait, de toute mon enfance, je dirais, c'est quand elle est sortie aux places de parc devant et j'ai regardé le ciel pendant longtemps. Et il n'y avait aucun avion de guerre, en fait, avion de chasse, et il n'y avait pas de militaire, il n'y avait rien, et je trouvais le ciel très très beau. Voilà, c'était mon premier beau souvenir en Suisse. Ensuite, les premières années, on ne pensait pas forcément à l'intégration, on pensait quand la guerre sera finie, on va retourner. Et aujourd'hui, on est toujours là, ça fait 24 ans, et là, je compte bien y rester. Je suis très bien en Suisse, et c'est vrai que j'ai senti quelques discriminations dans mon parcours aussi, mais malgré tout, je trouve que c'est un pays qui est vraiment très accueillant. Et j'ai énormément de chance d'être venue ici. D'ailleurs, que mon père avait choisi comme pays reconnu pour les pays des droits de l'homme. Voilà, est-ce que je continue? Oui, effectivement. Donc, Ulka parle de petites discriminations. Je vais peut-être les évoquer. Elle est à l'école, elle est en 3-4e primaire, quelque chose comme ça. Puis un petit copain vient vers elle et puis lui dit oui, mais toi, tu es musulmane, donc tu ne manges pas de porc. Et Ulka, il faut savoir que le papa de Ulka est un homme qui n'a pas de foi. Comment vous qualifiez? Il est athée. Oui, il est athée. Et donc Ulka rentre à la maison, puis il dit à son papa, mais attends, on est musulman, et on ne peut pas manger de porc. Je comprends rien, ni à musulman, ni à porc. Puis le père lui dit, écoute, nous on mange pas de porc parce qu'on n'aime pas le goût, mais si tu as envie, tu peux manger du porc. Donc c'est pour elle, Ulka, je crois que c'était quand même assez... c'est des choses qui nous ont quand même touchées, de voir qu'on vous stigmatisait un peu. Il y a aussi eu un employeur, parce que Ulka, elle va essayer de gagner de l'argent depuis qu'elle a 12-13 ans pour amener un peu d'argent à la maison. Et puis je crois qu'un boucher qui va l'engager, il va lui dire « Ah, mais t'es albanaise, mais t'as pas un casier, et puis voilà, c'est quand même ce genre d'attitude, de remarques qui font de la peine. Je ne sais pas si vous voulez en parler un petit peu. Puis aussi peut-être parler quand même que vous êtes 5 frères et sœurs, puis que les 5 frères et sœurs ont fait de bonnes études, et puis que voilà. Et il y a une chose aussi très importante, c'est que sa maman, Ulka, a dû arrêter son métier d'infirmière. Elle n'a pas pu retrouver ici le métier parce que la langue française, c'est pas si simple. Mais elle dit cette chose très belle, la Suisse m'a rendu ma dignité de femme. Et ça, je trouve vraiment très beau. Moi, j'ai envie qu'Ulka, vous nous racontiez un petit peu des choses, une petite chose négative, puis aussi des choses positives de ce qui vous est arrivé dans ce parcours migratoire. Et puis dire aussi ce que vous faites maintenant, des études supérieures. Et c'est magnifique. Je vous laisse. Alors j'étais toujours désireuse de suivre un chemin académique, mais malheureusement j'ai pas pu parce que c'est vrai que c'était un peu compliqué pour les moyens, il fallait travailler, amener de l'argent à la maison. Et on était à l'aide sociale au début, mon père trouvait un travail en tant que bibliothécaire et ma mère femme de ménage. Et c'était pas suffisant parce qu'on devait aussi aider la famille qui était restée au pays, qui avait plus de maison, enfin plus de toit, qui avait besoin juste pour manger tout simplement, les soins médicaux, etc. Puis du coup, j'ai commencé à travailler depuis que j'avais 12 ans, je faisais du babysitting. Et puis j'ai promené un chien aussi, ça c'était chouette. J'ai beaucoup travaillé, j'ai aussi fait du ménage, etc. Et j'ai commencé à faire un apprentissage d'employé de commerce, parce que justement, ça gagne aussi. Et aujourd'hui, j'ai fait après un parcours différent. Aujourd'hui, je fais un master en travail social à Lausanne. Et puis... alors mes frères et sœurs, ils ont aussi tous fait un apprentissage d'employé de commerce et aujourd'hui on a tous choisi un chemin différent et merci Nicole d'avoir dit qu'on a bien réussi. Je pense que quand on se sent un peu survivant, je dirais, et puis qu'on a cette chance d'avoir survécu et d'être dans un pays qui nous donne les moyens aussi de nous former, on se donne à fond en fait. Je pense que ça c'est important et la Suisse c'est un pays qui ouvre la porte à énormément de formations, que ce soit des formations du soir ou apprentissage ou études, etc. Et ça c'est ce qu'il n'y a pas par exemple dans d'autres pays qu'on a retrouvés en Suisse, c'est ce qui nous a permis aussi de travailler parallèlement aux études. Quant aux discriminations, c'est vrai qu'au début c'était quand même très difficile, qu'on était assez catégorisés. Albanais, agressivité,
Le système patriarcal, oui, et puis le 11 septembre, en fait, on était aussi terrorisés et très touchés par ce qui s'est passé aux États-Unis. Et le lendemain, à la récré, il y a un groupe d'Européens, peut-être, je dirais, qui nous ont mis, ils m'ont dit, ah, mais toi, sors de là, t'es albanaise, c'est à cause de toi qu'il y a eu, t'es musulmane, c'est à cause de toi qu'il y a eu tout ça. Et ça m'avait énormément choquée parce que ça faisait pas longtemps que la guerre était finie dans le pays, et puis d'être catégorisée comme une personne qui faisait la guerre, et j'étais enfant. Et j'ai eu pas mal de discriminations comme ça, et ce qui m'ont poussée en tant qu'enfant en tout cas, à finalement à me retrouver avec ma communauté. Parce que finalement, je crois que c'est quelque chose de naturel. Et puis à l'âge adulte, je sais pas si c'est par ma nature idéaliste ou bien parce que peut-être ça s'est pas réellement passé, j'ai senti que j'étais un peu moins discriminée. Mais quand j'étais, comme j'en ai parlé, en plein de commerce, j'ai trouvé très facilement du travail. Et puis aujourd'hui que je cherche quelque chose à la hauteur de mes formations, j'ai beaucoup de peine. Et puis j'ai eu un entretien dans une commune pour déléguer à l'intégration. Et on m'a demandé qu'est-ce que je pensais du geste d'un joueur de foot, Shaqiri, qui l'a fait l'aigle. Et j'étais totalement discriminée. Tout l'entretien s'est tourné autour de ça et de ma nationalité, alors que ça n'avait absolument pas à voir avec le poste. Et ça, c'était l'année dernière. Et sur le moment, je n'ai pas vraiment réalisé ce qui se passait, mais je suis retournée en cours l'après-midi et j'ai commencé à pleurer parce que je me suis dit, mais ça fait 24 ans que je suis là et il vient de m'arriver ça aujourd'hui. Pour moi, c'était inacceptable. Et malheureusement, voilà, ça arrive encore, ce genre de discrimination. On peut préciser peut-être par rapport à ce monsieur, c'est que vous vous êtes plaint et puis que oui. Apparemment vous avez été entendu au niveau de la commune. Oui, j'étais entendue au niveau de la commune. J'ai quand même, alors j'ai pas déposé plainte, mais je voulais quand même informer la commune quelle municipale ils avaient à l'intérieur. Voilà. Mais je n'ai pas souhaité aller plus loin parce que j'ai d'autres choses à faire. Voilà, il faut se représenter. Et je voulais aussi remercier Thérèse d'avoir dit que peut-être qu'on est là pour parler, pour raconter ce qui s'est passé aussi justement. C'est aussi une des raisons pourquoi j'ai accepté de témoigner. Parce que ça a pris beaucoup plus d'ampleur que ce que Nicole avait annoncé au début, que ce serait 2-3 pages. Alors j'ai dit, il n'y a pas de problème pour 2-3 pages. Et finalement, c'est une vingtaine de pages. Et puis voilà, on a tourné en Suisse romande pas mal. Et je me suis dit, non, il faut que je suis là pour raconter ce qui s'est passé. Et aussi pour montrer aux autres, pour qu'ils comprennent que derrière un chiffre que vous voyez dans les statistiques, il y a toute une vie qui a été chamboulée, et des familles, toutes des vies entières. Et on est aussi là pour porter la voix en fait, aux victimes qu'il y a eu. Et demain, c'est la journée de commémoration du génocide du Kosovo. Et c'est ma prochaine cause en fait. Voilà. Je voulais aussi. Oui, c'est à Zurich, oui. Et je suis aussi là pour ça, pour témoigner aussi, pour porter une voix aux victimes. Et le génocide, il n'a toujours pas été reconnu aujourd'hui. Ouais. Merci. Alors on va conclure avec Sayantini. Je lis quelques lignes. Je suis née au nord du Sri Lanka, près de Jaffna, dans un petit village du nom de Navali, tristement célèbre puisque c'est dans l'église du village que 125 personnes, toutes tamoules, s'étaient réfugiées et ont péri lorsque l'armée sri-lankaise a bombardé l'édifice religieux. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était le 9 juillet 1995. J'avais 18 ans. Voilà, alors je passe la parole à Sayantini, dont le parcours est assez incroyable. Alors, Sayantini parle pas aussi bien le français que Ulka et Thérèse, on va bien l'écouter. Elle va commencer à nous raconter quand elle quitte, quand elle est à Colombo, hein, et puis qu'elle travaille pour gagner un peu d'argent, pour essayer de quitter le Sri Lanka, pour venir en Suisse,
où un mari lui est promis. Et puis nous avons beaucoup de chance parce que le mari promis, il est là. Vous levez juste la main, voilà. Donc c'est une très belle histoire. Je passe le micro à Sayantini. Donc Colombo peut-être raconter. Bonjour tout le monde, merci d'être là, merci de votre accueil. Je m'appelle Sayantini, voilà, comme Nicole l'avait présenté. Comme j'étais au Sri Lanka, la vie est belle jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai étudié, j'ai joué avec mon cousin, cousine. Je suis tout le temps retournée à l'école, jouer dehors. Ma mère, elle n'est pas ordinaire, elle n'est pas mettre en limite pour qu'il ne pas jouer avec les garçons. Parce qu'au Sri Lanka, c'est quand même une limite pour les filles, jouer avec les autres. Mais voilà, j'ai beaucoup de liberté avec ma mère. Et après que ça a commencé la guerre en 1996, j'ai fini mon lycée, j'attends mon résultat. Tout est bloqué, je continue à l'école. Ça veut dire que tout est pénurie. On n'a pas l'électricité, on n'a pas de trajet, on ne peut pas déplacer à Capitale. On a un blocage total à cause de, peut-être vous connaissez au Sri Lanka, c'est la guerre pour civils et religion aussi. Du coup, on a été déplacé dans une autre région. Ça fait 40 km. Un jour, ils ont dit que vous devez déplacer, prendre un sac à main de votre affaire et puis on y va. On ne sait pas quoi faire. Tout le monde, il faut, de Tamil, parce que je suis Tamil. Alors que on a préparé le sac à main. Avec notre vélo et appuyé jusqu'à 40 km à pied sous la pluie et 12 jours à pied pour venir de cet endroit. Heureusement qu'on a accueilli une famille là-bas et puis on a été tout le monde, il y a 3-4 familles ensemble et ma mère elle a cuisiné dans un abri. 3 cailloux avec les bois, toujours la pluie qui tombe, ça coulait tout près. Voilà, on a accepté, c'était comme ça parce qu'on a toujours vécu, même on n'a pas de cette région, à l'autre côté, ça fait toujours bombardement, on a traumatisé vraiment pendant la guerre. Et à ce moment-là, ma belle-mère, elle avait amené une photo de mon mari. Comme elle a bien connu ma mère, et puis elle a proposé de mariage. Alors, de notre famille, je suis l'aînée avec mes 3 frères. On n'a aucune famille, parce que l'autre famille, ils sont une ou 2 personnes pour venir en Suisse ou en Europe pour protéger. Et puis de notre famille, il n'y a pas de moyens pour venir ou déplacer aussi. Et puis ma mère, elle m'a demandé que pour le mariage d'arrangement. Et je suis acceptée parce que je ne suis pas continué mon étude, on n'a pas des moyens pour vivre. C'est comment je peux faire voilà, pour élever ma famille. Alors je suis acceptée aussi. Du coup, je prends une passe pour venir à Capitale. C'était compliqué, on ne peut pas déplacer depuis notre région pour venir au Capitale. Alors ça prend beaucoup de temps. Avec ma belle-mère, elle est venue avec moi jusqu'à Colombo. Elle a resté avec moi. Et puis après que
faire des billets et ils sont passagers. Oui, ils sont arrangés en passagers et beaucoup de l'argent on dépose aussi. Et mon mari qui m'a aidé pour venir, ça coûte tellement beaucoup de francs en Suisse. 25 000. C'était 1999. Et puis, alors ça a commencé comme ça. Je suis venue à Bangkok pour rester 6 mois pour revenir en Suisse. Une fois que je prends l'avion pour venir en Suisse, je ne sais pas quelle arrivée, je suis venue à Paris. Alors dans un aéroport, l'immigration qui m'a attrapé. L'immigration m'a attrapé et demandé mon passeport. Et j'ai pas du tout les documents, je sais pas où il est, j'étais tellement perdue. Et après qu'ils sont amenés dans un endroit comme une prison, dans l'aéroport. J'ai resté une nuit là-bas. Et après qu'ils sont amenés à un tribunal à Paris, Charles de Gaulle, c'est l'aéroport. Alors que j'ai aucune moyenne il n'y a pas de traduction pour moi pour l'aider. Je ne sais pas pourquoi qu'ils ont amené au tribunal et ils sont amenés forcément à l'aéroport faire menotter les deux mains derrière et amener forcément dans l'avion et retourner au Sri Lanka. Alors que je suis retournée et je retrouvais ma belle-mère, elle est vraiment pleurée. Et puis, je peux plus. J'ai dit que non, je ne vais pas retourner en Suisse quelques mois. Et puis après, j'ai pas continué de ma vie. C'est pas comment. J'ai pas des moyens pour continuer et j'ai pas pour les personnes aidées aussi autour de moi. Et heureusement que mon mari, de contact avec mon mari par téléphone, alors j'ai un petit esprit que retourner encore une fois, que venir en Suisse. Alors finalement, je suis arrivée à Zurich. Mon bon frère de mon mari, qui m'a accueilli là-bas, il a amené tout de suite en voiture. C'était en plein hiver, ça commençait centimètre, il y a un flacon de neige qui tombe. Et voilà, ça m'admire pour voir la neige. Et encore monter à l'échafaud, il y avait beaucoup neigé. C'est comme 99, c'est vraiment comme le mur, les deux côtés, c'est plein de neige. Jamais vu parce que je suis au Sri Lanka, c'est une forêt tropicale, c'est toujours vert avec les arbres différents. Ici, c'est tout couvert par la neige, une bonne couche. Et en plus, je suis arrivée avec une jupe et une blouse. Et puis voilà, après j'ai rencontré mon mari. Ça a commencé la vie, il travaille, moi je restais toujours la même chambre. Pour moi, ça me ressentit que c'est une nouvelle prison. Toute seule aussi. Il va travailler, j'attends lui qu'il rentre fin d'après-midi. Et puis dès qu'il est arrivé, on fait la commission. Il avance pour aller la route, je suis derrière. Voilà. Moi, j'ai pensé que c'est pas ma vie ici. Je suis beaucoup de liberté au Sri Lanka, mais après en Suisse, non, c'est pas la vie. Mais j'ai continué avec mon mari.
on fait les week-ends pour visiter avec la famille de mon mari. Et ça passe comme ça. On n'a pas assez de moyens pour vivre. On a décidé de changer de déménagement. Voilà, ici on doit payer toutes les factures, tout ça. Une salaire, ça suffit sûrement pas. Et j'aimerais besoin de commencer le travail. J'ai rencontré une amie de notre communauté. Elle m'a aidée aussi. Et puis j'ai tout de suite commencé, après 2 ans après, j'ai commencé un travail McDonald's. C'est pas beaucoup de pourcentage. Ça veut dire que 3-4 heures midi. Et alors j'ai commencé comme ça. Après on a eu une fille, première fille. Un an après, j'ai fait un pourcentage de 60%. J'ai fait la nuit. Ça veut dire que quand il rentre mon mari et je vais au travail, j'ai commencé mon travail et j'ai fait le week-end aussi. Alors qu'on partage avec notre famille et mon travail. Alors quand j'ai commencé, je ne parle pas du tout en français. Je dis oui et non. Alors c'est très compliqué. Visuellement, je veux voir mon travail, j'apprends vite, mais communication, c'était très compliqué. Poser des questions, tout ça. Et j'ai décidé pour apprendre le français. Et petit à petit, on a grandi notre famille aussi. J'ai maintenant 3. Alors j'ai commencé le cours de français à Recife. Un côté, j'ai travaillé, d'autre côté, j'apprends le français. Et ça me fait assurer aussi pour que j'apprends petit à petit, je comprends aussi. De mon travail aussi, d'abord j'ai commencé la cuisine et après que j'ai donné toute ma force de travail, j'ai travaillé à la caisse et des années après, j'ai fait une formation à la caissière pour devenir formatrice. J'ai formé les gens de devenir un nouvel gens. Donc toujours McDonald's. Toujours McDonald's, oui. Et j'ai pas arrêté apprendre le cours de français. J'ai participé beaucoup d'activités à Recife, fait des bénévolats, faire avec des sociales manifestations aussi. Ça me fait soi-même confiance de moi et remplacer aussi à McDo responsabilité 2 fois pendant une femme, elle a été maternité. Et au bout d'un moment, j'ai pensé, ça commence à 18 ans, voilà, ça vient 18 ans, après je vois que non, je ne suis pas toujours être ici. J'aimerais s'orienter à un autre travail, ça me plaisait. Mais j'ai une idée, mais je ne savais pas comment faire aussi. Chercher les informations et demander les autres, augmenter mon réseau aussi. Ça vient petit à petit. J'ai essayé le cours de français de mon niveau 2 pour faire la formation auxiliaire santé. Et puis finalement, en 2019, j'ai commencé la formation auxiliaire santé. En même temps que j'ai travaillé McDo, j'ai fait le stage pour comment ça se passe de ce métier. Et voilà, une fois que ça a tourné le page, maintenant j'ai plus McDo. Je suis une aide-soignante dans un home médicalisé. Ça fait 1 an et demi. Et je fais aussi participer toujours à Recife, apprendre aussi jusqu'à maintenant le cours de français. Et je suis une présidente solidarité avec les femmes tamoules.
Ça fait beaucoup de choses de ma vie, parcours. Et puis ça, c'est moi qui le dis. Elle vient donc de la Chaux-de-Fonds. Et le canton de Neuchâtel décerne chaque année un prix qui s'appelle Salut l'étranger, qui a été décerné à Saillantini cette année. Ce prix est décerné aux personnes qui, justement, issues de la migration, s'impliquent pour leur communauté, s'impliquent aussi parce que, voilà, Saillantini a 3 enfants, 2 filles qui sont à l'université et un garçon qui va bientôt commencer le gymnase. Voilà, en fait, d'intégration, je pense qu'on peut pas mieux dire.